Donc on va passer au dernier profil. Oui, Joël, non, tu restes. Qui concerne donc les utilisateurs justement de ces outils d'aide à la décision. Et donc Joël et Christophe vont vous présenter rapidement qu'est-ce qu'on voit quand on est utilisateur de ces outils d'aide à la décision et qu'on mobilise la web app. Et puis, donc, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on aura ensuite un retour sur les tests de l'intégration des types TER dans les différents outils et modèles du projet et l'effet sur le conseil qui sera présenté par Fiona, Christian, Jean-Yves et Romain. Joël, je te laisse la parole. Ouais, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous attendent ça depuis un moment et se dire mais moi, si je veux utiliser type TER depuis mon ordinateur ou mon smartphone, comment ça se passe? C'est ce que je me propose de vous présenter rapidement. Donc, c'est ce qu'on appelait le parcours utilisateur, qui va se traduire par une succession de fenêtres d'écran qui vont s'afficher avec des questions auxquelles vous allez avoir à répondre pour vous permettre d'identifier l'unité type TER la plus probable associée aux observations qui sont faites sur la parcelle. Donc le premier écran qui s'affiche une fois que vous avez cliqué, alors parce que pour le moment, il n'y a pas encore un géoréférencement lié au positionnement de votre smartphone sur le terrain qui est proposé. C'est encore à vous d'afficher sur votre ordinateur comme sur votre téléphone la carte d'entrée où vous allez avec votre souris donc cliquer l'endroit sur lequel vous voulez faire votre identification de type TER. Donc ça se traduit comme ça, donc avec une succession de questions qu'on a déjà largement présentées ce matin et qui sont les questions de la clé de détermination et dont on espère qu'elles sont les plus simples au début pour être peut-être un peu plus complexes à la fin pour aboutir à l'identification de l'unité type TER. Donc voilà, là par exemple l'écran qui s'affiche, quel est l'état de carbonatation du sol? Sol non effervescent ou sol effervescent, vous avez le choix, vous cliquez sur une des deux réponses et donc le parcours, et en cliquant ensuite sur suivant, vous continuez à vous déplacer dans la clé de détermination. Et donc vous voyez ici par exemple une succession de questions qui peuvent s'enchaîner pour aboutir jusqu'au final à l'unité type TER. Et donc, à partir même aussi de votre smartphone ou de l'écran d'ordinateur, vous voyez encore une fois le parcours sur la clé, dans la partie basse de l'écran. Et donc, l'élément déterminant qu'on a aussi déjà largement évoqué depuis ce matin, c'est si vous avez une difficulté pour répondre à une question, il y a toujours la possibilité de cliquer, quand il apparaît, là, sur cette petite icône, point d'interrogation, qui va vous ouvrir, alors ici, c'est le cas ici, aussi, qui va vous ouvrir une fenêtre dans laquelle va être apporté le média, donc l'aide à la réponse à la question qui est posée. Et donc, après cette fenêtre d'aide, évidemment, vous pouvez à nouveau la fermer et continuer, enfin, répondre à la question et continuer le parcours. Donc, les médias, pareil, on les a déjà évoqués ce matin. Ils sont dans les livrables du projet ID type TER, il y a plus d'une quinzaine de médias qui sont proposés pour donc aider à répondre à une quinzaine de types de questions différents. Et donc, c'est effectivement des fichiers que le maître d'ouvrage peut encore adapter vraiment à son contexte local pour vraiment faire des médias qui correspondent bien à son type TER dans la région. Et c'est ce que donc est proposé, donc des médias qui sont les plus pertinents pour les utilisateurs qui sont en face de leur écran ou sur leur smartphone. Là, vous en avez quelques illustrations. Voilà. Je vous laisse les regarder un petit peu. Alors, en fin de parcours, quand vous avez répondu à plusieurs questions et l'application vous propose une unité type TER la plus probable, et vous avez donc la possibilité de télécharger la fiche simplifiée, comme on l'avait évoqué jusqu'ici, et qui vous permet donc de valider votre choix. S'il y a des choses qui vous semblent un petit peu perturbantes dans la fiche telle qu'elle est présentée, vous avez la possibilité, en fin de parcours, l'application, donc là, vous pouvez télécharger, avec l'icône PDF, là, vous pouvez télécharger la fiche, et vous avez la possibilité de dire
Bah oui, l'unité de type terre qui m'est proposée, elle semble, c'est bon, c'est bien le type de sol enfin, auquel je m'attendais quand même, plus ou moins. Ou alors non, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et auquel cas, vous avez la possibilité de recommencer tout le processus de questions-réponses à la clé. Et peut-être qu'un des problèmes, c'est soit c'était une réponse fausse à un moment donné, enfin, il faut erronée, à une des questions, ou c'était même la donnée d'entrée, hein, puisque tout le débat qu'on a eu ce matin sur la position géographique. Donc là, un des conseils, si c'est une entrée de clé par petite région naturelle, c'est de tester la petite région naturelle juste à côté et d'accéder du coup aux successions de questions et réponses sur ce parcours-là. Alors, Lionel, comme c'est un peu un monsieur plus, dans l'application dans l'application qui était, les outils qui étaient proposés au maître d'ouvrage qui développe les types terres, il a aussi proposé des petits outils bonus, donc qui vont être accessibles. Enfin, si le maître d'ouvrage décide de les implémenter sur son application type terre, vous, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir utiliser ces applications bonus. Et donc, elles sont enfin là, il y en a de deux types. Hein. Il y en a une première qui est un assistant de création de diagrammes de profil d'unité type terre très simplifié, où finalement, l'utilisateur il va pouvoir voir retraduit sous forme de schéma simplement la succession des couches de l'unité type terre avec leur profondeur ou leur épaisseur et le nom de chacune des couches. Donc bon, ça c'est une application, enfin, et on peut récupérer l'image et puis l'utiliser comme on veut. Voilà, c'est une application qui peut être utile. Tu veux rajouter? En fait, c'est un appel à l'API, ouais. Donc ça s'intègre dans une page HTML un petit peu comme on veut. Ça peut s'intégrer dans une fiche. Et puis surtout, le code source est disponible sur la forge et ça peut être amélioré encore. Il y a plein de choses à faire. On peut rajouter la couleur pour de vrai. Voilà. Les cailloux. Là, voilà. Et la deuxième, qui me paraissait aussi assez intéressante, quoi, en tout cas, c'est un assistant de détermination de la classe texturale à partir d'une... Alors, c'est une petite fenêtre dans laquelle on renseigne déjà le triangle de texture qu'on souhaite utiliser. Hein. Je crois qu'il y en a deux pour le moment, c'est le triangle GEPA et le triangle de laine. Oui. Et il suffit de renseigner deux champs, teneur en argile, limon, sable, limon, enfin bon, ce que vous voulez. Et ça repositionne, du coup, le point dans le triangle de texture que vous avez choisi. Des fois, ça peut être utile quand on n'a pas l'habitude de gérer les triangles de texture avec le positionnement des points en proportion de la granulométrique. Donc voilà, ça c'était le petit point bonus. Et puis, je crois que c'est tout. C'était Christophe. Ah, c'est Christophe. Je présente. Si tu as besoin du pointeur. Je vais me présenter rapidement. Donc, Christophe Ducommun, donc je suis pédologue, moi, à l'Institut Agro Rennes-Angers. Et je travaille sur le site d'Angers. Et j'ai réalisé, pas tout seul, la type terre à l'initiale, vous savez, le secteur test Grand Ouest, où travaille actuellement Sébastien. J'étais un des pédologues, parmi les trois qu'il avait mentionné tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, on a terminé, nous, la type terre Pays de la Loire. Donc, si vous en avez besoin, si vous avez besoin des informations sur ce secteur-là, je peux vous les fournir, par exemple, en attendant de les mettre à disposition. Et donc, en fait, en tant que pédologue, il faut que je vous dise quand même des choses. C'est que les sols, en fait, parce que moi, je pense que type terre, c'est bien, ça vous donne quelque chose presque tout cuit dans la main. Mais n'empêche qu'il y a aussi alors, c'est pas exactement ça, en fait. Moi, je pense qu'il y a aussi un rôle pédagogique là-dessus. C'est-à-dire que vous serez d'autant plus fort que vous utiliserez de plus en plus cette application, que vous jouerez de votre expérience. C'est là que vous serez le plus fort. Et je dirais qu'il ne faut pas vous sentir isolé. Il y a forcément un pédologue dans votre région qui peut aussi vous aider. Vous voyez, on va vous montrer plein d'outils, mais il y a forcément un pédologue local qui peut vous aider. Et en fait, ce que je voulais traduire un peu par cette diapositive, c'est que l'organisation des sols, que ce soit du type terre ou la carte initiale des sols qu'on a fait avec sur les référentiels régionaux pédologiques, les sols, ils ne sont pas là au hasard, ils sont en équilibre avec leur environnement. Et souvent, ce qu'on explique aux gens, c'est que, vous avez déjà vu peut-être un pédologue avec une tarière, il navigue dans la tarière, puis d'un seul coup, il décide de planter sa tarière à un endroit. Vous dites, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce type-là? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fait un genre de SIG mental. Il a couplé plusieurs sources d'informations.
parce que le sol, il est ce qu'il est à l'endroit où il est, parce il s'est construit en fonction des conditions climatiques, géologiques, topographiques, et puis aussi liées à l'homme, et puis la végétation peut donner une information. Donc l'idée, c'est qu'il existe déjà des couches d'information, parce que la pédologie, c'est une science très récente finalement, et il y a des disciplines qui sont plus anciennes, comme les géologues, etc., les botanistes, et eux, ils sont déjà en avance sur plein de trucs, et ils nous proposent déjà des applications qui peuvent nous aider à faire correspondre ce qu'on voit du sol avec la logique qui est autour de nous, si vous voulez. Et pour avancer, je fais ça. Donc il y a... Ça c'est marché. Ok. Donc il y a deux applications que moi j'aime bien proposer, que sans doute vous connaissez. Hein. Il y a je vais revenir en arrière. Il y a Cartigène, c'est comme ça ça s'appelle actuellement, mais c'est ce qui vient de Géoportail, si vous voulez. Et là, vous allez avoir plein d'informations qui vous intéressent. Vous avez l'occupation du sol, les orthophotos, vous pouvez même remonter dans le temps pour voir comment était le paysage à un moment donné, parce qu'il faut savoir que c'est de la stratégie d'échantillonnage. Quand vous choisissez de poser votre sondage faire votre sondage à un endroit dans la parcelle, c'est peut-être à l'endroit où il y avait une ancienne haie, et c'est pas judicieux, donc il faut réfléchir aussi où vous faites votre sondage. Donc peut-être qu'en remontant le temps, vous allez dire, bah tiens, là il y a une haie, c'est pas là qu'il faut que je me mette. Vous voyez ? Alors souvent, on met les cartes d'occupation du sol sur les rapports, etc. Moi, c'est ce que j'utilise le moins, parce que ça aide à se déplacer, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est d'autres couches d'informations. Entre parenthèses, vous avez aussi la carte des sols initiale qui est servie à faire l'équipe terre sur Géoportail, au 1/250 millième. Vous avez déjà une information géographique. Ensuite, ce qui est intéressant sur Géoportail, mais il faut savoir les lire, parce que je m'aperçois que les jeunes, on ne leur apprend plus à l'école. Parce que voilà, lire des coupes de niveau, c'est hyper important, parce que ça vous permet de vous positionner dans le paysage. Vous voyez, ici, quand on a des cours, on sait qu'on est sur une butte, et quand on est là, on est sur un... là, c'est la plaine alluviale, c'est vers chez moi. Hein. Du coup, et un outil qui me semble intéressant, déjà, c'est de choisir son terrain, implanter son sondage à la tarière, et ce qu'on observe dans le type terre, c'est le mettre en correspondance avec tout ça, avec ce que vous voyez. Et donc, un outil, moi, qui me paraît intéressant, parce que vous voyez, quand c'est tout plat, comme ça, on n'a plus d'information de relief, au-delà de dire que c'est tout plat, mais il y a peut-être un micro-relief. Et vous avez un outil qui me semble intéressant, c'est le profil altimétrique. Vous voyez, je l'ai tracé de la butte, là, on voit qu'il y a un versant opposé, donc on passe sur la butte. On a effectivement la butte, et quand on descend, on voit qu'on a des petits fossés, on voit le micro-relief avec un bras de la Loire qui se trouve ici. Donc ça, c'est super intéressant pour voir le micro-relief, etc. Parce que tout ça joue sur l'observation du sol que vous allez avoir, enfin faire une correspondance entre le sol et le paysage, c'est normal. Donc ça, c'est le côté topographique. Et puis le côté géologique, alors géologie, ça veut dire l'âge des couches, nous on parlerait plutôt de lithologie, on se moque de l'âge de la couche. Ce qui compte, c'est de quoi elle est constituée, si vous voulez. Parce que le sol, n'oubliez pas que c'est quelques pourcentages en pondéral d'organique. Le reste, c'est du minéral, et c'est tout issu de l'altération de la roche. Quand les agronomes n'avaient pas de carte pédo, ils utilisaient la carte géologue pour faire de l'agronomie. Vous voyez, ici, il y a Angers, qui est ici, on a la confluence entre le massif armoricain et le bassin parisien, avec des couches sédimentaires qui peuvent être calcaires, etc. Et donc, il y a une petite appli qui est intéressante, qui s'appelle le visualiseur Infoterre. Il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien celle-ci, parce que quand vous cliquez sur une unité, eh bien, vous obtenez l'information. Alors, c'est écrit tout petit, mais là, on vous dit, par exemple, complexe périglaciaire, résidus de terrasses fluviatiles, de sable éolien. Vous voyez l'ambiance déjà. Vous savez que vous aurez un sol avec des cailloux qui seront plutôt ronds, sans doute du sable, etc. Donc, vous voyez, tout ça mis avec type terre peut vous permettre d'être un peu plus sûr de votre diagnostic, parce que n'oubliez pas que type terre, c'est quand même une information qui est tirée d'une carte au 1/250 millième, qui n'était pas faite pour sa précision, mais c'est un inventaire vraiment exhaustif. Normalement, on a beaucoup de sols, et un moyen d'assurer son sondage, voilà, on peut aller chercher le pédologue, mais aussi regarder ces informations pour affiner son diagnostic, être sûr de ce qu'on observe, quoi. Voilà. C'est peut-être un peu long par rapport à... Non, c'était parfait. Ok. Je ne sais pas si tout le monde a été convaincu par la description d'Infoterre, mais sur la facilité en tout cas. Très bien, je laisse la place à nos derniers présentateurs. Donc, du coup, nous, on fait partie de ceux qui ont testé différents outils. Donc, les 3 outils principaux qui ont été présentés ce matin, Azofert, NPRN et CHN. Donc, moi, je suis Fiona Aubrio, je travaille au LDR et je suis ingénieure en agronomie, et je m'occupe principalement de la partie Azofert et un petit peu NPRN. Je
Je te laisse te présenter. Jean-Luc Éveil de l'IEB, c'est du Conseil de l'année du vin. On travaille sur tout ce qui est gestion durable des sols viticoles, notamment le côté fertilisation. Et donc, il utilise de manière régulière Azofert. Donc, c'est un vrai utilisateur. Le micro, on n'aura pas, mais pour la présentation. Donc, moi, Romain Schiller, je suis ingénieur R&D sur la gestion durable des sols pour Arvalis. Et donc, dans le cadre de cette action identitaire, on fait des tests sur le modèle CHM. Donc, du coup, on est venu en force. donc pour cette petite présentation, on va vous présenter rapidement les outils pour que vous sachiez de quoi on parle. Ensuite, on va vous présenter le protocole des tests. On parlera aussi de la correspondance des typologies du coup dans les sols existants versus l'intégration des types terres qu'on aura choisis. On présentera quelques résultats mais très succincts. Si vous avez des questions, bien sûr, on sera là pour y répondre et on fera une petite conclusion. Donc, moi, je vais vous présenter l'outil Azofert, donc, qui est un outil qui a pour objectif de donner un conseil en fertilisation azotée à destination des agriculteurs et utilisé aussi par des conseillers. On peut aussi utiliser Azofert dans le cadre de formation, puisqu'on a aussi développé un outil à côté. Bon, bref, ça a été développé donc au LDR en collaboration avec l'INRA et l'ITB en 2005. Et c'est labellisé par le label Préven du Comifère depuis 2018, France entière. Donc ça se base en fait sur la méthode du bilan. Et donc ce qui est important pour Azofert, c'est d'abord d'avoir le reliquat d'azote minéral, qui correspond en fait, la date de ce reliquat d'azote minéral, donc qui est un échantillon qui est envoyé au laboratoire, correspond à la date d'ouverture du bilan. Et donc la particularité d'Azofert, c'est que c'est un outil dynamique. Donc qui dit dynamique, derrière on a des cinétiques de minéralisation pour estimer l'ensemble des fournitures du bilan. Et on utilise des données climatiques. Donc, tout ce qui se passe avant la date d'ouverture du bilan utilise des données climatiques réelles. Donc, on fait des acquisitions auprès de Météo France tous les 10 jours. On travaille sur des décades. Et sur tout ce qui se passe après l'ouverture du bilan, on va utiliser donc des données climatiques qui sont des données moyennes. Et donc, ce n'est pas de la prévision. C'est là où il faut vraiment garder ça en tête. On est vraiment sur des données météo moyennes sur les 15 dernières années. Et donc, on actualise régulièrement ces données météo moyennes pour être le plus performant possible, le plus fin, vu tout ce qui se passe avec toutes ces histoires de changement climatique. La particularité, c'est que du coup, c'est bien l'agriculteur qui va renseigner les informations dans le cadre d'Azofert. Donc, forcément, la qualité du conseil va dépendre de la qualité des informations renseignées par l'agriculteur. Et donc, une des clés d'entrée qui nous intéresse ici dans Identitaire, c'est bien évidemment le type de sol. Et ce que je n'ai pas expliqué aussi, c'est qu'Azofert a un paramétrage régionalisé. Ça veut dire que pour chaque région, on a un paramétrage spécifique, et notamment un paramétrage de sol. Et ça va être important pour bien comprendre les résultats, puisque du coup, on a vraiment une typologie précise par grande région. On a d'autres éléments qui sont spécifiques et qui sont régionalisés, c'est notamment la table des cultures, avec des spécificités selon la date par défaut de récolte, etc., etc. Et voilà, et après on a un paramétrage qui est global mais fin avec des cinétiques de minéralisation qui sont notamment pour prendre en compte la décomposition des produits résiduaires organiques, etc. Et donc juste aussi, c'est un outil qui provient du RMT, fertilisation environnement, donc maintenant bouclage, donc c'est quand même important de le rappeler. Je laisse la parole à Jean-Yves. Donc NPRN, c'est un prototype actuellement, donc il n'est pas utilisable tel quel, qui est basé sur Azofert. Donc c'est un outil qui a été paramétré à partir d'Azofert pour les plantes pérennes, donc principalement la viticulture, mais également pour partie également l'arboriculture. Donc c'est exactement le même principe, hein, c'est toujours un bilan azoté, avec bien évidemment des différences, parce qu'on est sur des plantes pérennes. Pardon, je reviens en arrière, voilà. Donc la première chose, c'est qu'on est sur un cycle pluriannuel avec une plante avec mise en réserve. Alors, pour des facilités d'utilisation, on est parti plutôt sur une égalité des réserves en début et fin de cycle. Donc ça oblige par contre à utiliser ce prototype uniquement sur des vignes qui sont adultes, hein, donc pas des vignes qui sont en croissance. Donc à partir, on va dire, de 8-10 ans. Hein. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, on a fait aussi un travail hein, pour, en partant du rendement qui est la donnée d'entrée principale, hein, comme dans Azofert, pour essayer de répartir en fait dans les différents compartiments, donc les grappes, les sarments et les feuilles, à la fois le pourcentage de matière sèche et puis également la teneur en azote pour cette répartition. Une autre importance aussi au niveau des plantes pérennes, c'est qu'elles sont
établis en rang et en interrang. Donc ça, c'est pris en compte aussi dans le prototype. Et puis il y a également la prise en compte de l'entretien du sol, hein, notamment dans le cadre de l'enherbement, des couverts végétaux permanents, hein, où là, on a une concurrence, pas que azotée, mais notamment azotée, entre la vigne et puis le couvert, hein, qui est aussi important à prendre en compte, hein, quand on fait un bilan azoté. Dernier point, on a cadré aussi pour l'ouverture et la fermeture du bilan. Donc pour la vigne, c'est débourrement pour l'ouverture et la récolte pour la fermeture du bilan. On a pris en compte aussi certaines spécificités au niveau des produits résiduaires organiques qu'on utilise en viticulture. Et puis aussi au niveau du type de sol. C'est pour ça qu'on était intéressé pour utiliser les types terres, parce qu'on a eu pas mal de problèmes dans le cadre du projet donc NPRN, avec l'utilisation des types de sol. Hein, donc c'était intéressant aussi pour nous de voir un petit peu ce que ça pouvait donner avec les types terre. Ce que j'ai oublié de dire, donc c'est aussi un projet, un outil qui a été soutenu par le RMT Fertilisation Environnement. Et donc on a un nouveau projet qui a démarré, c'est aussi pour montrer qu'il y a quand même un intérêt. C'est un nouveau projet qui a démarré, donc là soutenu par le RMT Bouclage, depuis le début de la fin de l'année dernière, pardon, qui s'appelle PEREN, où l'objectif est justement de passer d'un prototype à un outil finalisé. Voilà, oui. Et donc, troisième outil qui a été testé dans le cadre de cette intégration de données type terre à des outils, donc c'est le modèle CHN, donc modèle développé par Arvalis. Donc c'est un modèle mécaniste, donc c'est un modèle qui simule des flux d'eau, d'azote et la croissance et le développement des plantes à pas de temps journalier à l'échelle de la parcelle. Donc un potentiel applicatif puisque sont développés à l'heure actuelle en fait des outils de la décision qui partiront de ce modèle, et notamment des outils d'aide à la décision sur le pilotage dynamique de la fertilisation azotée. Donc modèle qui tourne pour l'instant plutôt sur serre à la paille et maïs, et qui n'est pas exactement au même stade. On est moins en production que par exemple Azofert qui est déjà vraiment presque en routine, hein, en routine d'ailleurs, oui, totalement en routine en production, et donc il y a des spécificités. Donc ce modèle-là a besoin de paramètres d'entrée, hein, comme beaucoup de modèles, des paramètres qui sont liés à l'itinéraire technique, au niveau des variétés, de la fertilisation par exemple, des données météo, hein, on simule à pas de temps journalier en prenant des données observées par rapport au début de la campagne jusqu'à de la donnée en fréquentiel pour se projeter, mais aussi des données sol, qui à l'heure actuelle sont les données issues de la base de données base sol Arvalis. Et donc, dans le cadre de ce test, c'était qu'est-ce que ça donne avec des données issues des types terre. Et donc, avec tout ça, on simule des flux d'eau. On arrive à des stocks d'eau par centimètre de sol, puisqu'en fait, dans le modèle est construit pour calculer par centimètre de sol. Donc, on a quand même besoin de données relativement précises pour des parcelles agriculteurs. Mais également des stocks d'azote par centimètre de sol. Puis arrivent plus des variables plantes sur les stades. La biomasse et l'azote absorbé, on va en reparler là, on va regarder quelques résultats. Et ça va être plutôt les variables d'études qui sont proposées dans type terre. On va regarder ce que donne la biomasse et l'azote absorbé. Ce sont des variables d'intérêt, hein, demain pour le pilotage, par rapport à l'introduction de données issues de type terre. Territoire test, protocole. Ouais, donc protocole. Donc les protocoles ont été différents sur chaque outil. Donc au niveau d'Azofert, on a testé donc sur le département du Loiret. On a pris un seul cas type, donc un maïs grain irrigué. Et par contre, on a été exhaustif, on a fait tourner tous les sols type terre du Loiret, donc 58, et puis tous les sols Azofert 43. Voilà. Je vais juste compléter sur le choix du type, pourquoi on a choisi ce cas-là. Donc on a choisi ce cas-là parce que c'est une culture à cycle long avec un effet un peu plus important sur l'AMH, et donc sur un des postes du bilan. Et donc de modifier le type de sol, en tout cas, ça va jouer beaucoup sur ce poste-là. Et donc ce cas type-là, il va être un peu plus discriminant qu'une culture type blé où du coup, en termes de jours normalisés, il y en a un peu moins. Donc ça aurait peut-être mis un peu moins en évidence les écarts. Donc
Donc, dans le cas de NPRN, on est parti sur le département d'Indre-et-Loire, parce que nous, il nous fallait à la fois d'un département où il y avait des types terres, et puis il fallait également de la vigne. Donc, on est parti sur des carrés hybrides. Alors, qu'est-ce que c'est un carré hybride? En fait, on est parti, alors je commence peut-être plutôt par le bas, on est parti sur des parcelles en fait, de sol réel, qui avaient été en fait, étudiées dans le cadre d'études terroirs sur les différents vignobles d'Indre-et-Loire. Donc, au niveau des données sols, c'est des sols réels, des parcelles réelles. Par contre, au niveau de l'exploitation de la parcelle en elle-même, enfin, on est parti donc sur plutôt un cas type, avec un seul climat, qui est le climat de Tours, donc la moyenne sur les 15 dernières années, un seul cépage, donc le chenin, et puis un rendement. Alors, on est parti sur les créments de Loire. Pourquoi? Parce qu'on voulait un objectif de production assez élevé, parce que bien évidemment, la quantité d'azote que va conseiller le prototype va dépendre beaucoup de l'objectif de rendement qu'on a. Donc, on voulait quand même qu'il essaye de nous préconiser quand même un apport d'azote. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur un rendement plutôt important, plutôt qu'une appellation d'origine en rouge, où par exemple, où le rendement est beaucoup plus faible. Voilà, donc il y a eu un travail qui a été fait entre donc, le pédologue de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire et puis les collègues de l'IFV, de la cellule terroir, pour faire le lien en fait entre l'étude terroir qui avait été faite et puis les types terres. Et puis ensuite, donc, on a comparé, donc on a fait tourner l'outil, alors à la fois sur des types terres, alors au total, donc 31 parcelles qui correspondent à 11 types terres. On a fait tourner à la fois, donc comparer les types terres complets, donc complexes avec les données réelles, avec l'azofertcente complet également, donc données réelles, et puis le type terre complet avec l'azofertcente défaut. Donc par défaut, c'est les valeurs par défaut qui sont rentrées dans l'outil, je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Merci. Et troisième méthodologie pour tester l'outil CHN. Alors là, on est parti sur une méthodologie différente, c'est-à-dire qu'on a voulu être le plus représentatif possible de situations pédoclimatiques variées en France avec ce qu'on avait en type terre. Donc, on a pris une approche cas type, c'est-à-dire que sur tel département, on a pris des conditions de culture, des cas types sur du blé tendre, avec des dates de semis et des pratiques qui sont adaptées à chaque territoire. Donc, on arrive à 22 cas types dans 8 départements différents. Donc ça, c'est une première approche. Et deuxième approche, on allait tester l'outil par rapport à des données observées, en fait, des situations réelles, donc des essais, des expérimentations micro-parcelles, où on est venu vraiment confronter les sorties du modèle avec des données type terre par rapport à des données réelles et des données observées. Donc, il y a vraiment ces deux cas qui ont été testés. Les résultats. Donc, les résultats, donc des comparaisons. Donc, si on compare les types terre par rapport aux sols qui sont actuellement dans Azofert, donc on a appliqué, c'est à peu près le même raisonnement et les mêmes logiques sur Azofert et NPRN. Donc, une fois qu'on a fait les correspondances, on peut comparer le paramétrage. Donc, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est qu'au niveau potentiel d'enracinement, donc on avait les UTT sont plutôt plus superficiels que le paramétrage actuel qu'on avait. Bon, ça peut venir dans les UTT, donc c'est plutôt une profondeur moyenne définie par les pédologues. Dans ce qu'on avait renseigné dans Azofert, on était plutôt sur un enracinement optimal, sans obstacle théorique. Et après, l'agriculteur pouvait saisir un blocage avec une profondeur de blocage d'enracinement derrière. Ensuite, charge en cailloux. Là les UTT aussi sont plus chargés en cailloux que le paramétrage Azofert. Donc, ça impacte des postes, comme le reliquat sortie hiver, par exemple. Si les cailloux, il y a moins d'azote. Et puis également sur les humidités. Humidité et capacité au champ, donc les UTT ont majoritairement une humidité et capacité au champ plus faible que le paramétrage actuel, malgré qu'on ait fait des corrections sur les situations les plus différentes, les plus faibles. Et puis à l'inverse, l'humidité au point de flétrissement est plutôt plus élevée que le paramétrage actuel. Donc ça, c'est aussi des postes qui influent beaucoup sur Azofert, puisque ça influe beaucoup sur le poste minéralisation de l'humus, pour savoir si le sol il est frais ou sec
pendant la période de culture. Et puis, donc, au niveau teneur en argile, bon là, on était à peu près équivalent, mais il y a quand même des différences de plus ou moins 10% selon les sols, et ça peut avoir un impact, on le verra tout à l'heure, sur les effets des paramètres de sortie. Donc, si on regarde maintenant les variables de sortie, donc je vous ai extrait là le poste minéralisation de l'humus, qui était un peu le plus impactant sur la dose conseillée. Donc vous avez en abscisse la minéralisation estimée avec les sols UTT, et puis en ordonnée les sols azophertes actuels. Bon, on voit qu'il y a à peu près 70% des parcelles où on a une assez bonne correspondance entre les deux minéralisations, avec des variations quand même, plus ou moins 20 kg en gros. Et puis il y a des sols en bleu qui sont quand même, où il y a des différences fortes, où la minéralisation des sols UTT semble un peu surestimée. Et ouais, ça peut aller de 30 à 60 kg de différence par rapport au sol, aux minéralisations estimées par Azofert. Donc bon, ça se traduit, alors c'est exacerbé aussi par le test qu'on a fait sur du maïs grain irrigué qui minéralise fort. Donc on retrouve la même logique forcément sur la dose conseillée. Et donc qu'est-ce qui différencie un peu les points bleus par rapport aux points orange? C'est essentiellement la teneur en argile. Donc les points bleus ont une teneur en argile inférieure à 11%. Donc, et c'est ceux-là qui sont un peu, qui sortent un peu de la courbe par rapport à la comparaison avec nos sols actuels. Donc il faudrait donc, bon, alors voilà, ces deux simulations. On n'a pas comparé avec des résultats d'essais au champ, il faudrait comparer, mais quand même, par rapport à l'expérience qu'on a, la dose conseillée en UTT semble faible, quoi. Donc après, donc pourquoi dans ces sols moins argileux, on dérive un peu. Bon, il y a peut-être à revoir le paramétrage. Donc c'est vrai qu'on s'était pas mal servi, et notamment l'azote total qui influe beaucoup quand on a des faibles teneurs en argile. Donc on avait utilisé la base de données des analyses de terre, mais qui fait le lien avec les UCS par des classes d'argile et des classes de calcaire, ce qui fait qu'on ne différenciait pas des sols très limoneux et des sols très sableux dans une même zone cartographique de sol. Donc il y aurait peut-être des choses un peu améliorées là-dessus. Et puis sinon, bon, si le paramétrage ne permet pas de trop différencier, bon, après il faudrait peut-être revoir le paramétrage dans ces sols-là du modèle. L'argile, je pense qu'on l'a aussi pris pour les petites terres, on l'a pris sur la couche de surface. Donc forcément, sur les fiches qui passaient, peut-être qu'on aurait dû faire autrement. Mais en tout cas, nous, on a utilisé ça pour paramétrer le truc. Et dans les UTT qui étaient disponibles, il y avait pas la... Je crois que c'était pas carbonaté. Ils étaient carbonatés, donc on a dû faire une correction aussi pour décarbonater. Ah oui, donc comme c'est selon aussi la variable donnée dans cette colonne-là, bah, tout ça, ça fait qu'on se retrouve avec des petites terres qui, dans le paramétrage, on a des valeurs assez faibles en argile, ce qui n'est pas le cas dans notre paramétrage de base dans Azofert. On n'a très peu de sols avec des teneurs en argile à moins de 15%. Donc comme tout Azofert a été basé sur une typologie connue, avec des sols connus, qu'on a réglé tout ça, bah, il y a deux écarts. Soit les valeurs rentrées dans le paramétrage sont trop faibles, et du coup, bah, nous, ça ne marche pas. Soit il faut revoir le post-minéralisation de l'humus d'Azofert pour intégrer des sols peu argileux. Voilà pour Azofert. Voilà, donc pour NPRN, donc on a fait les comparaisons. Oui, ce que j'ai pas spécifié tout à l'heure, c'est que donc au niveau des vignes, hein, les apports d'azote sont nettement plus faibles qu'en grande culture. Donc pour vous donner une idée, 60 unités par hectare, c'est déjà très important quand on apporte ça en vigne. Donc vous allez voir du coup qu'on a pris des limites entre les deux comparaisons. Donc d'une part, donc je le rappelle, hein, ce qu'on appelle complet, c'est les granulos plus les analyses physico-chimiques ont été mesurées, un réel au niveau de la parcelle. Et puis défaut, c'est le paramétrage par défaut. Donc vous avez ici représenté sur le graphique. Donc on a pris en fait comme limite de différence entre les deux, donc soit entre UTT complet sans défaut, UTT complet et sans complet, 10 kg. On considère, si on a un écart supérieur à 10 kg, on considère que ça ne donne pas la même préco. Donc vous avez le résultat ici,
donc inférieur à moins 10, entre 10, donc c'est ce qu'on recherche, hein, là, donc on considère ici qu'il n'y a pas de différence, hein, entre les deux préconisations, et puis ici supérieur. Donc vous voyez qu'au final, si on regarde le complet, il y a très peu de cas, il y a 2 cas sur 31 où on est, donc vous avez ici, hein, où les préconisations diffèrent entre les deux typologies. Alors que dès qu'on passe à un défaut complet, on voit que ça s'intensifie, puisqu'on a au total 8 et 4, 12 cas où on a ces différences. Donc de façon assez logique, on va dire, hein, on pouvait le comprendre, mais évidemment, quand on n'a pas les valeurs réelles, plutôt les valeurs par défaut, on est moins bon. Ça, c'est donc une conclusion assez évidente, mais bon, c'est bien de le dire quand même. Donc de conseiller quand même aussi aux viticulteurs de faire des analyses de sol. Les écarts aussi, on les a attribués beaucoup sur les différences qu'a expliqué tout à l'heure Christian, hein, sur les humidités à la capacité au champ et les humidités au point de flétrissement. Dans le cas où on est sur des situations complètes, étant donné que là, on compare la même chose, si ce n'est les paramètres que personne ne voit, et c'est notamment les humidités à capacité au champ au point de flétrissement qui sont cachées en fait dans le paramétrage. Parce que ce qu'il faut comprendre dans ASOFERT, c'est qu'à partir du moment où on renseigne une analyse, ça ne prend pas sur le paramétrage par défaut. Donc, c'est ce qu'on voit s'il y a des différences quand c'est complet. Par exemple, les 2 cas, là, les 2 situations, ça s'explique par justement les autres paramètres qui ont un point fort, et c'est les humidités. Alors que quand on est sur un paramétrage complet, on a moins d'écart. Bref, donc ce qu'on peut dire, c'est que soit les écarts, elles sont aussi liés justement à ce paramétrage de base, d'éthytère. Et là encore, on revient sur les choses qu'on vient de dire juste avant pour ASOFERT, parce que c'est le même fonctionnement. Est-ce qu'on est sur des valeurs d'argile, sable utilisées, carbone, azote utilisé, et sachant que l'azote a un fort poids dans des conseils de ferti azote. Il faut voir comment on choisit soit de les rendre obligatoires, les données analytiques, soit non. Est-ce que c'est pour avoir le libellé? Il y a plein de choses qu'il faut. Comment on valorise? Voilà, donc des résultats, si on regarde le complet, qui sont plutôt bons, hein, comparaison entre les deux. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler dans le cadre du projet PRN dont je vous ai parlé tout à l'heure. En tout cas, ce qui est intéressant aussi de soulever dans cette étude-là, c'est que quand on n'a pas de type de sol dans une région donnée, et c'était le cas justement pour NPRN, puisque Jean-Yves l'a évoqué, on a utilisé dans le premier prototype la typologie de laine, ce qui n'est pas correct parce que quand on est dans d'autres secteurs, ça n'a pas trop de sens. Donc vraiment ce travail-là d'utiliser des données plus précises, en tout cas avec des dénominations que les gens puissent comprendre, et quand il n'y a pas du tout de classification de sol, c'est super intéressant de pouvoir les valoriser dans des outils comme ça. C'est un peu plus différent dans ASOFERT où on a déjà une base, on connaît déjà, on a déjà une connaissance des territoires. Là, on a eu du mal à se rapprocher aux UTT et du coup, on s'est retrouvé à avoir 2 pour 1, 3 pour 2. Et après, en termes d'usage, quand on a une liste de 50, pour quelqu'un, c'est très compliqué. Un agriculteur, il va avoir du mal s'il n'a pas l'application avant, où il a fait sa cartographie de ses critères précis de toute son exploitation. Le jour J, il ne va pas aller s'embêter à faire son type de questions, il va choisir un sol simple. Et donc là, avec les écarts de conseil qui existent. Il faut un compromis entre l'utilisateur et la qualité. C'est pas facile à avoir. Ok, et donc merci Jean-Yves. Et donc troisième outil sur CHN. Alors quelques graphiques, promis, il n'y en aura pas beaucoup, mais on va essayer de rentrer dedans quand même. Donc vous avez ici en fait des comparaisons d'écarts de sortie de CHN sur la biomasse de blé tendre. Donc vous retrouvez ici toutes les situations qui ont été testées, en sachant que la seule variation dans les données d'entrée, c'est les paramètres sol. D'un côté, on le teste avec la base sol Arvalis, qui est déjà paramétrée sur l'outil, et d'un autre côté, avec des données type terre. Le reste, la variété, la date de semis, l'ITK, sont communs. Donc, ces variations sont dues uniquement aux différences de paramètres sol entre base sol Arvalis et des types terre. Et donc, vous voyez de la variabilité sur chacun des graphes, hein, des boîtes à moustaches. Qui sont dus au nombre d'années. En fait, on a testé sur 21 années et donc on peut apprécier également la variabilité avec les valeurs médianes ici. Et donc comment on lit ce graphique? C'est dans cette situation, alors dans l'un,
On a un Ron Alpin là dans la salle, je ne le vois plus. 0,1 pour 1, mais dans cette situation, vous aviez 10% de biomasse en plus simulée avec les données type Terre par rapport aux données basse sol. Ce qui n'émet pas de jugement par rapport à l'un ou l'autre, mais qui nous permet de comprendre où est-ce qu'on a des variations. Donc, dans cette situation, on a beaucoup de variations. Ici, sur ce graphe où la sortie, c'est la biomasse et pieds en centimètres, on a quand même beaucoup de situations où on est proche de 0. Et à la limite, c'est ce qu'on chercherait. Ça voudrait dire que l'intégration de données type Terre serait possible avec CHN. Par contre, quand on regarde sur la biomasse à floraison, méfiez-vous, hein, les échelles ne sont pas forcément les mêmes, mais on peut avoir des écarts plus importants, et notamment avec les paramétrages de type Terre, où on a des situations on dirait, qui décrochent, et parfois de 20, 30 à 40%. Dans certaines situations. Alors là, quand on va regarder cas après cas, en fait, on trouve beaucoup de situations là, dans les écarts les plus importants dus au réservoir utilisable. Et on voit que le réservoir utilisable est très différent entre sol type et bas sol. Et donc, ça explique aussi que la médiane soit presque proche de 0, parce que sur les 21 années, les années où on a pris des sécheresses, on a vraiment les modèles qui ont eu des sorties différentes à cause de ces variables-là. Donc, voilà, ça c'est plutôt qualitatif. Alors vous avez la biomasse floraison, je vous épargne tous les autres variables de sortie qu'on a fait, mais vous les retrouverez comme beaucoup de données sur Azofert et NPRN dans nos rapports de résultats sur RD Agri. Deuxième situation, avec un jeu de données en réel, donc vraiment avec des données mesurées sur le terrain, sur des essais. Donc là, le panel, c'était entre 2017 et 2021. Et par contre, vous retrouvez plusieurs dates, c'est-à-dire que vous avez deux variables ici, la biomasse et l'azote absorbé, mais que vous pouvez retrouver à plusieurs dates sur ces différents essais. Et dans cette situation-là, on a des tests sur 38 UTT en correspondance avec 31 sol basse sol. Parce que là, on était plutôt dans cette situation, c'est-à-dire que parfois, deux UTT se confondaient avec un seul sol basse sol, c'est-à-dire que la base Arvalis a un peu moins de sol au total, donc les UTT étaient plus précises, les typologies étaient un peu plus précises. Donc on fait ces simulations et on regarde certains paramètres. Alors ici, la biomasse et un petit peu l'azote absorbé, estimé en ordonnées et observer donc les données mesurées en abscisse. Alors ça fait des patates à peu près cohérentes. Si vous regardez sur la biomasse type Terre, bon, il y a quelques situations qui décrochent qu'on voit pas ici, qu'on voit pas ici. C'est ces fameux cas où le RU était très différent, est estimé très différemment entre sol type et bas sol et type Terre. Néanmoins, les paramètres d'évaluation du modèle sont relativement similaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait craquer CHN en introduisant des données, des données issues des types Terre. Ce qui était une question initialement au début du projet, puisque en fait, on n'a jamais de correspondance exacte entre ces typologies. Vous avez des différences de 5 cm sur l'épaisseur d'horizon, de 5% d'argile. Bon, est-ce que toutes ces différences vont entraîner des différences en sortie très importantes ou pas? Mais pas forcément. Donc pour essayer d'objectiver tout ça, on a essayé d'identifier les variables les plus explicatives de ces différences sur les variables de sortie avec différentes approches et notamment des random forest. Donc vous avez un exemple ici sur la biomasse floraison où on analyse les écarts entre les variables d'entrée et les variables de sortie, donc variables de sortie biomasse. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que le réservoir utilisable pour la biomasse floraison était la variable la plus sensible. Ce qui n'est pas étonnant, tout en sachant que le réservoir utilisable est une variable qui est intégrative de beaucoup des autres variables pérennes qu'on a dans les types Terre, d'ailleurs sur tous les horizons. Mais c'était un paramètre qui était assez sensible et on le voit aussi en
en confortant avec les autres outils, où finalement HCC, HPFE étaient aussi sensibles. En fait, on a vu la même chose d'une façon différente. Et on avait vraiment des problèmes vraiment des gros écarts quand on a 15-20% d'écart sur le réservoir utilisable. Là, vraiment, on a des sorties très différentes. Le pourcentage de matière organique sur horizon de surface était aussi très important. Alors, pas forcément sur la partie biomasse. Par contre, si on regarde d'autres variables de sortie que vous n'avez pas ici, comme typiquement l'azote minéralisé par le sol, entre fumier et floraison, ben là, on pouvait avoir des écarts importants de l'ordre de 30-35 unités. Donc, on est sur des écarts qui commencent à être importants quand on parle de pilotage de la fertilisation. Et la texture du sol aussi jouée, alors il fallait quand même des grandes différences, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 2-3% d'argile près pour ce type de modèle et avoir des sorties similaires. Le climat était un catalyseur de ces écarts sur les variables de sortie, surtout quand le stress hydrique était limitant. Donc dans ces situations-là, en soi, dans des situations de stress hydrique importantes et ou qui vont ensemble sur les sols avec des superficiels ou moyennement profonds, mais là, c'est vraiment la variable sur laquelle il faut être attentif pour avoir des sorties cohérentes. Et sur le cycle de l'azote, on en a moins parlé, mais en soi, c'est surtout la granulométrie, les teneurs en matière organique qui faisaient varier. Donc, quelques limites à cette étude. Mais sur la partie vraiment cycle de l'azote, où derrière, c'est un modèle de minéralisation type Clivo qui tourne, hein, mais on n'avait pas l'azote total, enfin le C sur N venait de la base solaire valise. Donc, en fait, il n'y a qu'une partie finalement de l'azote sur le cycle de la minéralisation, on a pu faire une comparaison. Le stress azoté était limité parce que les pratiques de fertilisation étaient souvent non fertilisantes. En fait, on utilisait des doses totales sur chacun des cas types. Et il y a quand même beaucoup de situations simulées, donc parfois on peut dire qu'on pouvait être hors du domaine de validité des modèles qu'on utilisait. Ça, on n'a pas pu vraiment le vérifier. Voilà, et donc tout ce travail sur les trois outils. Fiona, tu veux reprendre ouais. Comme tu veux. Donc, on a amené ces simulations et après, on a fait des réunions de concertation. On a pu consolider en fait nos ressentis par rapport aux différentes sorties. Et donc, quelques recommandations qu'on peut faire, c'est que, alors pour l'instant, les types tiers ne sont pas disponibles partout. Laure l'a mentionné tout à l'heure. Et donc, sur ce type d'outils d'aide à la décision où on a souvent une échelle nationale, mais en fait, ça ne paraît pas encore tout à fait prêt pour utiliser que les types tiers, puisque on n'aurait que la moitié de la France. Donc, sur l'autre moitié de la France, il faudrait trouver d'autres solutions. Donc, on est très preneur pour que les maîtres de type terre, que les types terres soient réalisés dans toutes les régions pour enfin avoir une typologie agronomique harmonisée au niveau national. Donc, si demain on envisage sur des OAD de changer de nomenclature, de passer sur les types terres, il va falloir des formations auprès des utilisateurs qui sont assez poussées, parce que quand on commence à être habitué à une typologie, une façon de faire, pour passer à autre chose, il va falloir du travail, de pédagogie, et peut-être dans un premier temps aussi ces fameuses correspondances qui nous permettent de jongler entre les typologies. On a tous vu cette limite, en tout cas ce point d'attention, par rapport à ces paramètres qui sont plus vraiment des variables pérennes ou semi-pérennes au niveau de la matière organique et de l'azote total. Ces données qui sont importantes dans les modèles de minéralisation, donc derrière sur ces applications de fertilisation azotée, mais qui ne sont pas tout à fait pérennes. Alors, la matière organique, généralement, on les avait dans les types terres, mais ce n'est pas le cas de l'azote total qui, pourtant, est essentiel pour beaucoup de modèles. Donc, dans ces situations, on peut envisager d'implémenter le modèle, d'un côté les variables pérennes avec type terre, et ces variables-là via des analyses de sol. Et un autre truc supplémentaire, c'est que ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont vraiment... Là, on a une échelle parcellaire, et donc à une échelle parcellaire, selon la pratique de l'agriculteur, qui apporte régulièrement des matières organiques sur son sol ou non, les teneurs, bien que ce soit le même type de sol, seront très très différentes. Donc vraiment, il faut se remettre aussi sur le truc de l'échelle. Mais après, c'est déjà ce qu'on fait. Hein. Nous, on conseille déjà
on donne déjà des conseils quand on n'a pas d'analyse, on prend bien de valeur par défaut, on est bien conscient. Mais il faut quand même bien garder en tête que ces éléments-là, c'est dépendant des pratiques. Et donc, il faut vraiment valoriser ces analyses et en faire quand même pour pouvoir les intégrer dans les outils. Donc c'est oui, tout à fait. C'est une façon de répondre à cette problématique, enfin, à ce point d'attention. Et dernier point, alors en fait, en tant qu'utilisateur, ou nous, là, on va dire responsable technique ou avec une vision technique sur l'utilisation des OAD, en fait, les plus grosses erreurs, souvent, c'est des erreurs totales d'identification de type de sol. On n'est pas à 3% d'argile près, souvent, mais par contre, il y en a qui se plantent totalement dans l'identification des types de sol, qui vont mettre des trucs hydromorphes qui ne le sont pas, ou le contraire, enfin, des choses qui sont, disons, plus importantes. Et en fait, c'est plutôt là qui est un enjeu assez fort, et c'est pour ça que TypeTer y répondra avec ce type de clé de détermination, de plus en plus simple, même si ce n'est pas évident pour quand même capter la subtilité de ce qu'on connaît sur les sols. Mais via cette porte-là, on va dans le bon sens pour bien identifier le type de sol. Et derrière, est-ce qu'on n'utilisera que des typetaires? Est-ce qu'on passera par des correspondances entre typologies? Pour l'instant, il faut que petit à petit, on converge. Mais en tout cas, là, on a vraiment un outil qui nous permettra d'éviter ce type d'améliorer l'identification des types de sol pour les utilisateurs. On est aux questions là? Oui, on est aux questions, Laure? On prend les questions. C'était juste pour vous faire un résumé des livrables, ça va aller rapidement. Donc sur cette partie consultation des clés de détermination, donc ce que vous a présenté Joël et Christophe auparavant, donc il y a cet outil qui permet d'aller sur le terrain pour consulter la clé de détermination, donc qu'on espère qu'il va permettre aux utilisateurs de mieux s'approprier les typetaires et puis d'aider à leur identification. Les médias et les autres sites d'aide comme ceux qui ont été mentionnés par Christophe vont permettre de mieux répondre aux questions et puis aussi de mieux comprendre les questions telles qu'elles sont posées dans ces arbres de décision. Pour la partie validation du parcours, on vous les a présentés à plusieurs reprises. Il y a ces fiches simplifiées qui vont donner des éléments à l'utilisateur pour permettre de valider le choix de l'unité de typetaire auquel il est parvenu en parcourant la clé. Et puis, s'il se rend compte que ça ne correspond pas à ce qu'il a sous ses pieds, de la possibilité de reparcourir la clé pour arriver à une autre unité de typetaire. Pour ce qui concerne cet objectif initial, qui était d'améliorer le conseil avec les OAD sol dépendants, voilà, les résultats qui viennent de vous être présentés, on a des recommandations à l'attention des utilisateurs et développeurs des outils d'aide à l'édition pour intégrer les typetaires dans des outils existants. À partir des différentes expériences qui ont été faites dans le cadre du projet. Et puis, bien entendu, c'est multi-utilisateur. Et donc, là, ça inclut à la fois les conseillers, les techniciens, les ingénieurs. Et puis, comme on l'a vu ce matin avec Véronique, des apprenants et jusqu'aux agriculteurs. Voilà. Et donc, on va pouvoir prendre les questions. Sébastien, vous voulez... Attends. C'est juste par rapport à CHN, on voit bien que on n'améliore pas. Les RMSE sont identiques et tout est identique sur l'azote, la biomasse, donc on n'améliore pas par rapport à la base de données Arvalis sol. Bon, c'est rassurant, c'est-à-dire que les deux sont bien faites, ou les deux vont dans le même sens. Après, est-ce que je suis entièrement d'accord sur la clé de détermination. Tu vas jouer sur la clé pour bien choisir le type de sol dans la liste. Et est-ce que tu n'aurais pas pu, tu l'as peut-être cité, mais seulement garder les points où vous avez une divergence par rapport à, tu vois, à Arvalis, enfin, tu vois, au choix, enfin, l'utilisateur s'est trompé ou l'utilisateur a fait un mauvais choix ou j'ai plus de choix, voir le gain ou l'écart qu'on peut avoir, c'est pas obligatoirement un gain, l'écart qu'on peut avoir à ce moment-là. D'une manière globale, on n'a pas à gagner sur les paramètres de base entre typetaire et Arvalis. Ouais. Alors, je caricature, mais...
Ouais, et réponse en 2 temps. Déjà, effectivement, tu as regardé les paramètres, je ne me suis pas appesanti, mais oui, en fait, en RMSE, on était presque même meilleur avec TypeTer en rigolant. Par contre, en fait, quand on regarde, là, on n'est pas sur des paramètres qui sont satisfaisants dans cette simulation. C'est normal, en fait, parce que CHN, demain, c'est un modèle qui simule depuis le semis à l'automne jusqu'à floraison. Donc, pendant des mois, il peut se passer beaucoup de choses, et des choses qu'on ne peut pas simuler. Au niveau des stress biotiques, par exemple, etc. Donc, en fait, CHN, dans les faits, devrait être couplé avec des mesures sol capteurs, avec des mesures capteurs type satellite, pour en fait recaler le modèle. Donc, c'est comme ça demain qu'il sera commercialisé, parce qu'en fait, avec seulement une date de semis et de la météo, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le site qu'on ne maîtrise pas. Et donc, ces corrections, elles ne sont pas faites ici. Donc, premier point par rapport à ça, mais néanmoins, on arrive sur des choses qui sont similaires, c'est plutôt rassurant. C'est ce qu'on voulait voir. Et donc, la deuxième question, c'est une approche, quand est-ce qu'on se plante de type de sol et, ouais. Tu précises, tu permets d'avoir une meilleure précision, d'avoir une optimisation dans ton outil. En fait, ce n'était pas forcément l'objet de ces tests-là, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, on ne s'est jamais dit, tiens, là, le sol type terre s'est planté par rapport au sol basse-sol. C'est peut-être le basse-sol qui se plante par rapport à la situation. Donc, cette approche-là de vraiment l'enjeu sur des exemples types d'erreurs, on ne l'a pas. Par contre, c'est pour ça qu'on allait plus loin d'un point de vue du stade pour identifier les variables sur lesquelles il fallait faire vraiment attention et qui avaient beaucoup de poids demain pour en fait nos correspondances. Mais en fait, c'est ici pour la biomasse floraison, mais pour les autres, c'est ceux qu'on a cités, beaucoup autour du RU, et pourcentage de matière organique, et dans un troisième temps, la texture. Ouais, parce que le travail, il s'est vraiment concentré. Le plus difficile, ça n'a pas été de faire tourner les modèles et de voir après les résultats. Ça a vraiment été de paramétrer nos outils avec ce dont on disposait par rapport au type terre. Et en fait, nous, on a fait un travail très simplifié parce qu'on est que sur 2 secteurs, mais Romain, il l'a fait France entière et s'est confronté à plein de problèmes. Je parle sous ta gouverne, mais vu qu'il avait tous les types terres différents, on a vu que déjà, ils n'étaient pas tout à fait homogènes au niveau de la conception des fichiers. Au niveau des données, ils n'étaient pas tout à fait homogènes. Il a fallu qu'on se repère sur l'intitulé des colonnes, à quoi ça correspondait vraiment, dans quelle unité c'était formulé, etc., etc. Donc ça a été déjà un gros travail. Ensuite, on a eu ça. Il a fallu qu'on fasse une correspondance avec nos fonctionnements d'outils. Et c'est là où, ça se trouve, nos correspondances, elles ne sont pas terribles non plus. Il y a ça aussi. Donc, du coup, nos sorties où on compare 2 à 2, voilà. Et on l'a bien évoqué, des fois on a un UTT pour 2 sols de chacun des bases et vice-versa. Un sol et avec 2 UTT. Donc effectivement, ce qui aurait peut-être été intéressant, c'est de dire, tiens, tu vas faire un conseil, toi, ou toi tu vas utiliser CHN, agriculteur, tu fais la petite détermination et puis on compare par rapport à ce que tu m'avais donné et ce que tu n'as. Ça aurait été intéressant, sauf qu'il y a une histoire de calendrier de délai. Comme du coup, on a tous travaillé en parallèle, ça c'est ce qu'il faudrait faire dans la V2, mais on est preneur de tests comme ça. Ça aurait été sympa de le concevoir. Et je pense que c'est ça qui est vraiment l'intérêt, l'utilisation des critères. Mais il fallait se confronter à la complexité de le paramétrer déjà, l'outil, parce qu'en fait, c'est pas si simple. Et ça prend énormément de temps, surtout qu'on allonge nos listes. Donc derrière, il y a vraiment des enjeux et des sensibilités des valeurs. Mais cette deuxième étape, elle est importante. Maintenant qu'elles sont conçues, maintenant que les paramétrages sont conçus de nos outils, qu'on aille là. Ouais. Je voulais juste témoigner d'un autre avantage aussi. On l'a vécu en Alsace avec la base sol Arvalis, qui du fait qu'on soit rentré dans la démarche type terre, alors ça aurait pu être vraiment type terre, on avait commencé un peu avant, du fait qu'on soit rentré dans la démarche type terre, ça a permis d'enrichir la base sol Arvalis qui n'était pas exhaustive sur notre territoire. Elle était passée, je ne sais plus l'ordre de grandeur. Quelques-uns. Oui, il y a 4-5 unités de sol qui n'étaient pas présentes dans la base sol Arvalis et qui a pu être enrichie par le fait par ce travail, quoi. Donc ça, il faut c'est aussi une valeur ajoutée, quoi. Et ce sera pareil en Lorraine. Oui.
Merci. Oui, alors justement, d'autant plus que les sites que vous avez étudiés, est-ce que sur ces sites-là, la base sol n'était pas précise, justement? Parce que plus précise que un utilisateur agriculteur, comme Fiona disait, par rapport aux connaissances qu'un agriculteur aurait de ses parcelles. Alors, oui et non. Alors oui, par rapport à un agriculteur, certes, puisque la base sol Arvalis a des données, des variables sur tous les horizons, on va dire au moins d'enracinement, voire plus, hein, parce que c'est ce qu'il faut pour paramétrer. Donc oui, c'est plus précis que ce qu'un agriculteur... ouais, c'est là où on a nos essais. Donc en fait, on est sûr à peu près de... On est sûr de notre identification sur les essais. En plus, c'est des captifs, donc ça va être Côtière de Dombes à Misérieux ou autre. Donc en fait, c'est un endroit où on sait ce qu'on met. Donc on a dû se confronter aux UTT. D'ailleurs, peut-être pour demain et les futurs utilisateurs, tout ce qui est non vernaculaire, ça aide quand même, ça aide toujours, hein, par rapport à ça. Par contre, c'est pas des sols réels. On reste dans une typologie où c'est une typologie de sol agronomique où on moyenne des comportements agronomiques de sol et non des données issues de profil ou de RRQ. Voilà, parce que du coup, dans la pratique, on peut penser que ça pourrait, dans la pratique d'utilisation des OAD par tout agriculteur, on peut penser que il y a plus de chances pour que cela améliore le résultat, pour le coup. De paramétrer... À partir du moment où, dans vos séries expérimentales, vous connaissez très bien les sols, déjà, le fait de comparer avec la typologie type terre, forcément, à la limite, la typologie type terre est défavorisée, quoi. Ou alors, j'ai pas compris. Pas tout. Est-ce qu'elle est défavorisée? Peut-être. Après, il y a toujours des différences. La typologie Arvalis, on a 30 à 40 sols par région. Donc, un argilo-calcaire moyen quelque part, mais on ne sera jamais aussi précis que si on fait un profil dans une parcelle et qu'on mesure tous les paramètres. Ça c'est clair. Et ça, c'est vrai à la fois pour la base sol Arvalis que pour type terre. Et juste une dernière question. Vous avez utilisé les valeurs modales? Oui. Oui. Enfin, alors après, certainement que ça faisait un travail, oui. Mais c'était peut-être pas une interface. Voilà, on peut s'interroger avec les valeurs mini-maxi dans type terre, est-ce que ça encadre ou pas un résultat obtenu avec votre base sol, quoi. Oui, vraiment, si on va plus loin, on aurait pu aller jusque-là. Là, c'était pas, l'objectif n'était pas jusque-là dans cette tâche-là, mais bien de regarder comment réagit le modèle avec l'intégration de données, les modèles avec l'intégration de données type terre. Moi, j'avais une question, mais qui me mène et que j'avais déjà posée plus largement, c'est sur le choix en fait des OAD que vous appelez OAD là, parce que je connais bien CHN. CHN, pour moi, c'est pas un OAD, et c'est ce que tu dis au début. Et donc, je rejoins la question de Sébastien. En fait, on est incapable de regarder les utilisateurs de CHN, parce que les utilisateurs de CHN, c'est nous, hein. Donc c'est à peu près tout. Du coup, pourquoi avoir fait le choix d'avoir un OAD en production? Donc là, je vois la logique, et plutôt sur des choses qui sont plutôt de l'ordre de la recherche et des prototypes. Est-ce que c'était un choix ou c'est le réseau ou c'est... Jean-Yves. Mais en gros, on n'avait pas beaucoup dans le prototype NPRN justement de typologie de terre, enfin de sol, spécifique à ces régions-là. Et donc l'intérêt, c'était vraiment de partir d'un truc où on n'a rien, parce qu'en fin de compte, on a fait une comparaison. Mais ce qu'on veut surtout savoir dans ce projet-là, c'est quand j'ai rien, est-ce que je peux utiliser justement cette typologie-là pour pouvoir alimenter des outils, et est-ce que c'est conforme? Donc, et là, il y a le projet suivant qui va démarrer. Après, à voir au niveau des utilisateurs, toi, comment ils discutent dans les différents secteurs. Est-ce que ça va leur parler de leur présenter ces typologies-là? Mais on n'est pas fermé à l'intégrer justement dans le prochain. Enfin, on est d'accord là-dessus?
Oui, c'est envisageable, oui, tout à fait. C'est parce que c'est un outil en production et puis c'est émane du RMT fertilisation environnement, c'est historique et tout ça, donc le partenariat s'est présenté, puis on avait déjà pas mal travaillé dans le projet, enfin pas moi, hein, mais Stéphanie était impliquée dans le travail sur les types terres avant, donc c'est pour ça que ça s'est proposé. Pour CHN, je ne sais pas. Et pour CHN, micro aussi, et pour CHN déjà il y avait je pense une curiosité scientifique parce que c'est un outil quand même qui demande pas mal en données sol sur toute la profondeur. Donc on voulait peut-être pousser dans ces retranchements les types terres, hein, aller au centimètre de sol près, voir ce que ça pouvait donner sur des sorties d'un modèle. Et un côté aussi prospectif de demain peut-être un outil en production.